Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV, votre chaîne préférée. Bienvenue dans cet entretien spécial. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Makamara. Elle est journaliste ivoirienne de passage à Dakar. Elle est spécialisée en questions de défense et sécurité pour parler de fake news. Bonjour Madame Kamara. Bonjour Barry. Et bienvenue. Merci. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes enseignante en média training également et communication opérationnelle à l'Académie des forces armées de Zambokro, c'est à Yamoussoukro. Par ailleurs, vous êtes présidente de l'Association de la presse étrangère dans votre pays, en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Comme je le disais tantôt, vous êtes de passage ici, vous avez participé à l'atelier, la 4e édition du gingembre littéraire. Vous avez présenté un exposé. Première question fondamentale ici, c'est quoi la différence entre fake news et deepfake? Alors, la différence entre fake news et deepfake, c'est-à-dire les deepfakes c'est nouveau. C'est arrivé autour des années 2016-2018. C'est la manipulation par l'informatique des images qu'on anime. C'est la manipulation de l'audio qui identifie votre voix et qui, à travers l'intelligence artificielle, permet de faire la lecture avec votre voix de ce que vous voulez faire dire à ce robot qui est derrière votre ordinateur. Grâce à des quoi? Grâce à des applications, c'est vraiment de l'intelligence artificielle et ce sont des applications qui sont développées dans ce sens-là et ça vous permet avec plusieurs images d'animer et de faire croire au fait à une catégorie de personnes, de faire passer des messages qui ne sont pas des vôtres. Ça vous fait dire ce que vous n'avez pas dit. C'est de l'usurpation de titres, c'est de l'usurpation de la créativité, c'est de l'usurpation de la crédibilité, de la morale en tout cas des gens. Donc c'est illégal? Illégal et oui et non. Illégal parce que c'est sorti de son contexte d'utilisation. Légal parce que ce sont des logiciels effectivement qui sont utilisés pour des doublages en cinéma. Le cinéma utilisait également ces logiciels-là en cas d'absence au fait d'un acteur qui est peut-être décédé, qui est peut-être absent, et peut-être une actrice qui est peut-être enceinte, qui ne peut plus jouer le rôle. Donc, on utilisait ces logiciels-là. Donc, c'est travesti. Voilà, pour justement éviter un peu cette absence de l'acteur pendant le tournage. Mais aujourd'hui, c'est sorti de son contexte et c'est utilisé à des fins malveillantes, à des fins de manipulation, voilà, d'où le nom de deepfake. C'est un anglicisme, il y a beaucoup d'anglicisme dans le jargon, mais comment identifier une vraie information? Comment distinguer la vraie de la fausse? Comment savoir qu'aujourd'hui, qu'une vidéo rendue virale, et c'est de deepfake? Comment l'identifier? Alors, les recours restent encore difficiles. Hein. C'est pas évident. Il faut être très vigilant déjà. Il faut déjà savoir qu'il existe effectivement de la manipulation à travers les images et les vidéos. Je peux déjà citer une vidéo de Barack Obama qui avait été diffusée. Et dans cette vidéo, on faisait dire à Barack Obama n'importe quoi sur Donald Trump. Il y a eu également une vidéo du directeur général de Facebook qui faisait croire au monde entier qu'il pouvait, à travers en tout cas son réseau Facebook, manipuler le monde et qui était une fausse vidéo. Donc, pour vous dire, effectivement, je prends le cas du Gabon où lorsque le président Ali Bongo était malade, en 2018, il devait faire la présentation de vœux en fin d'année. Et la vidéo qui a été présentée, parce que c'était quelqu'un qui était amaigri, et, avec le maquillage, tout ça, les gens ont tous se douté de cette vidéo et se sont dit que c'est une vidéo deepfakée. Une semaine après, il y a eu un coup d'État parce que les gens disaient que c'était une vidéo deepfakée, qu'Ali Bongo serait décédé et les gens ne voulaient pas le dire. Donc, une semaine après, ça a donné ce que nous avons assisté, ce coup d'État manqué. Tentative de coup d'État manqué au niveau du Gabon. Donc, ça veut dire que même les autorités, les gouvernements utilisent des deepfakes?
Oui, au fait, même les fake news sont utilisées hein, et ça fait partie de la guerre hybride dans la communication. Et ça, je le dis aisément en tant que spécialiste sur les questions militaires et sécuritaires. Quand nous voyons le cas de la Russie, nous voyons le cas de l'Ukraine et autres, tout ça, et la guerre hybride, elle n'a pas que commencé maintenant, elle a commencé depuis la Première Guerre mondiale, avec l'appel, je crois, c'est de Gaulle sur BBC, tout ça. Donc, elle existe. La manipulation, elle a toujours existé, mais sauf qu'aujourd'hui, elle est venue sous une autre forme, une forme qui est vraiment une forme de proximité pour nous. C'est-à-dire, c'est notre quotidien, c'est le téléphone, c'est l'ordinateur que nous utilisons tous les jours. C'est tout le monde aujourd'hui qui peut s'adonner à ces manipulations, que ce soit des manipulations en texte écrit, des manipulations d'images avec les deepfakes, aujourd'hui à la porte, au fait de l'Afrique. Et c'est beaucoup inquiétant. C'est ce qui inquiète parce que l'Afrique, au fait, est encore dans une démocratie embryonnaire. Elle n'est pas vraiment très prête à guérir. Donc, les deepfakes qui viennent s'ajouter sur les fake news, ça fait un peu trop pour des États africains pas vraiment préparés, armés démocratiquement. Comme quoi, tout le monde ne marche pas, ce n'est pas une marche au même pas. C'est-à-dire, l'Afrique, on fait face à d'autres défis, vous l'avez dit. Justement, mais comment s'y prémunir? Comment se prémunir de ces défis? Alors, comment s'y prévenir? Je le dis toujours, c'est la vigilance. Pour le moment, c'est la vigilance. Des recours sont en marche. Hein. Les gens essaient de trouver des logiciels. Il existe des logiciels également pour voir si ces vidéos sont diffusées. Mais il faut que le doute s'installe avant d'aller vérifier, n'est-ce pas? Donc, tout le monde doit faire face à une certaine vigilance. Quand vous êtes en face d'une information, il faut d'abord prendre du recul avant de la partager. Alors, vous avez le deepfake AI, qui est aussi un logiciel de vérification. Quand vous mettez l'image, on vous dit exactement quand est-ce que la vidéo a été deepfakée, dans quel contexte, comment ça a été sorti de son contexte. Vous avez également les métadonnées, métadonnées.com, je crois, qui également permet effectivement de te faire sortir tous les codes de métadonnées des images qui ont été utilisées. Donc, pour le moment, il est un peu difficile. De dire qu'il existe des recours, mais c'est la vigilance. La vigilance sur quoi? Sur le clignement des yeux, par exemple, qui est très fréquent, parce qu'un humain cligne entre 2 et 10 secondes, pas plus, pas moins. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention également à la lumière sur le nez, qui devient un peu orangée parce que ce n'est pas la lumière réelle d'une caméra. Il faut également regarder l'alignement des lèvres. La synchronisation n'est pas forcément parfaite, mais pour dire que ça, ce sont d'abord des étapes que nous regardons. Mais les choses évoluent. D'autres logiciels sont en train de parfaire parce que, comme je viens de le dire d'entrée, c'est des logiciels, c'est des applications qui sont utilisées sur le plan cinématographique. Donc, les gens essaient de parfaire. Donc, bientôt, est-ce qu'on pourra, à vue d'œil, identifier ces erreurs? La question reste posée, mais la vigilance, au moins chacun peut la faire. D'accord. D'accord. Durant quand même l'un de vos exposés, durant cette 4e édition du gingembre littéraire, vous avez axé votre intervention sur la menace. En quoi ces fake news sont une menace au vivre ensemble? Est-ce que vous avez pu évaluer ces menaces-là, notamment dans nos pays? En quoi, aujourd'hui, elles constituent une menace au vivre ensemble? Alors, tout à l'heure, je disais constitue une menace parce que nous sommes à une étape embryonnaire de notre démocratie. Elle constitue une menace parce qu'aujourd'hui, elle est utilisée pour des excuses. Des hommes politiques l'utilisent comme excuse à certaines dérives qu'ils racontent. C'est facile de faire peut-être une dérive de publication et après on dit non, c'est une vidéo qui était diffusée. Ça fait partie des excuses. Elle constitue également une menace parce qu'elle peut être utilisée dans un schéma de sensibilisation mais mal orienté. Parce que hier, on faisait confiance à l'image. Hier, on faisait confiance à l'image. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à l'image parce qu'elle peut être utilisée. Avant qu'on dise « j'ai entendu à la radio », c'est que c'était crédible. Quand on dit « j'ai vu l'image, j'ai vu la vidéo », c'est que c'était crédible. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore faire confiance à l'image? Je dis non, on ne peut plus faire confiance à l'image parce que ce sont des vidéos
de fausses vidéos, mais en vrai, faux. Je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre. Oui. De fausses vidéos, en vrai et faux. Parce que le vrai, il existe. Parce que quand vous regardez à vue d'œil, c'est tout de suite beau, c'est tout de suite bon. La même voix. La même voix, c'est la personne qui parle. Tout le monde n'a pas cet esprit critique pour dire « Ah, il y a un doute ». Vous comprenez, même les journalistes tombent dans ce piège, au fait. Voilà. Mais par contre, quand vous prenez un peu de recul, vous voyez que la voix est un peu robotisée, l'alignement des lèvres n'est pas forcément, la synchronisation n'est pas parfaite. Vous voyez au niveau de clignement des yeux, c'est pas cohérent. Souvent, c'est un journal télévisé qu'on présente, hein, un vrai journal avec un vrai décor. Mais quand vous faites attention à la charte graphique, vous réalisez que c'est un faux journal. Et au Mali, ça fait vraiment... sensation? Oui, au Mali, parce qu'avec la crise, on a constaté, on a vu un journal de France 2, voilà, présenté, c'était des avatars, au fait. Ce sont des avatars qui existent avec le logiciel Synthesia. Donc, vous prenez un avatar, vous donnez une voix à cet avatar-là, et puis bon, tout de suite, tu commences à lire ce que, puisque vous écrivez le texte et vous faites lire à votre avatar ce que vous voulez faire dire. Ouais. Donc, il raconte tout ça. Donc, vous comprenez que c'est une menace à une porte africaine, jeune dans sa démocratie, une porte sensible aux terroristes, une porte sensible à plusieurs fléaux que nous constatons, et surtout aussi sur le plan religieux, parce que vous savez combien de fois nous écoutons nos hommes religieux. Donc, vous imaginez, pour une catégorie de personnes qui ne peut pas prendre du recul pour identifier une vraie d'une fausse image, en train d'écouter le guide religieux pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela, on risque le pire. On peut se retrouver dans la même situation que les 1000 collines, on peut se retrouver dans la même situation que la manipulation de l'information qui s'est passée au niveau de la Côte d'Ivoire avec les histoires, notre pays, avec les histoires ethniques et religieuses, tout ça. Donc ici, c'est d'attirer surtout l'attention des uns et des autres pour dire aujourd'hui, on peut croire à la vidéo, mais pas authentiquement croire et véritablement croire à la vidéo. Il faut prendre du recul face aux images, face à la vidéo, parce qu'aujourd'hui, elle est manipulée à des fins, je dirais, néfastes. Il faut renforcer le plaidoyer, la sensibilisation, notamment les couches les plus vulnérables. Les autorités, est-ce que les autorités africaines sont aussi conscientes? Vous avez parlé du Mali tout de suite. Est-ce que les fausses rumeurs foisonnent? Oui, foisonnent. Et puis, est-ce que nos autorités prennent conscience? Je pense que non. Au fait, la sécurité d'un État passe par sa communication. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et ça, je l'enseigne à mes élèves, à l'école de police à Abidjan. Je l'enseigne également en média training avec l'âme. Effectivement, la sécurité, ce n'est pas maintenant une question de force ou d'âme qu'on a. C'est la communication. Et une communication fragilisée, c'est un État exposé. Tout à fait. Avec la fuite des documents. Oui, la fuite de certains documents. Donc aujourd'hui, la communication opérationnelle, dans combien d'écoles militaires elle a enseigné en Afrique? Je dirais pratiquement non. Et elle a enseigné avec quel volume horaire? Sachant que c'est une âme très importante que nous avons. C'est peut-être 8 heures, c'est peut-être 2 heures ou 3 heures dans les écoles, mais il faut former les gens sur la communication opérationnelle. La communication opérationnelle qui est la communication de la sécurité des militaires, au fait. Parce que votre communication politique, ce n'est pas la même communication qu'on l'utilise en opération. C'est autre chose. Donc il faut former. Et je répète et j'insiste là-dessus pour dire la sécurité passe par la communication et la communication est une âme très importante et il faut que nos dirigeants fassent attention au fait à ce point-là. Il faut que nos hommes, les hommes armés soient vraiment formés en termes de communication opérationnelle. Aujourd'hui, quand nous voyons le terrorisme, vous voyez la communication faite autour du terrorisme. C'est une dérive. Il faut repenser la communication autour du terrorisme. Parce qu'en réalité, c'est la propagande. C'est-à-dire il y a des pays quand même voisins de votre pays ou du nôtre, du Sénégal, ici au Mali, au Burkina,
qui sont aujourd'hui dévastés littéralement par le terrorisme. Mais oui, parce qu'on laisse la place. Comment s'y prendre, notamment en parlant de fake news et tout ça? Quelle posture adopter? En fait, justement, quand je dis il faut communiquer, il ne faut pas laisser la place aux rumeurs. C'est vrai que l'armée et la sécurité, je dirais, ce sont les grandes muettes. Mais il y a être muet et il y a décider de se taire. OK? On peut se taire sur des faits. Ce n'est pas tout qu'il faut mettre sur la place publique. Mais quand vous donnez de l'information aux professionnels, ils savent ce qu'il faut en faire. Aujourd'hui, avec l'armée française, l'armée américaine, toutes les actions sont filmées. Vous pouvez décider de faire une guerre avec l'armée française en tant que journaliste reporter de guerre. Ouais. Oui, mais vous ne pouvez pas faire une guerre avec notre armée. Vous ne pouvez pas les suivre. Aujourd'hui, il y a une véritable guerre entre les forces françaises en Afrique et Wagner. Voilà, par exemple. Guerre numérique. Voilà, et ça fait partie de la guerre hybride. C'est la guerre de la communication. Et vous voyez comme ils prennent le marché, ils prennent au fait, quand je parle de marché, c'est en termes d'audience. Donc vous voyez comme ils occupent l'espace en termes d'audience. Et chacun, on ne se retrouve plus. Donc il faut savoir communiquer et il faut donner du contenu en termes de communication pour que les gens sachent exactement qu'il existe un véritable... En parlant de Wagner au Mali, vous avez vu des vidéos satellitaires qui ont été diffusées, tout ça. Tout ça, c'est des deepfakes. Faisons croire un certain nombre de choses au niveau du Mali, au niveau de l'armée française. Mais c'est carrément deepfaké, quoi. Vous comprenez? Oui. Donc, il faut vraiment faire attention à ces aspects et dire que ça existe, au fait, la manipulation d'images et la manipulation de la vidéo. L'un des antidotes, peut-être, de ces deepfakes et fake news, c'est le fact-checking. Le fact-checking que vous conviendrez avec moi. Peut-être ce n'est pas trop répandu dans nos pays, dans nos rédactions. On l'a vu ailleurs, dans d'autres pays, en Occident. Aujourd'hui, c'est devenu une pratique institutionnalisée dans les rédactions. On consacre une rubrique entière au fact-checking. On vérifie les informations. On explique comment une telle personne, une telle institution a manipulé l'opinion dans une... Ce n'est pas le cas chez nous. Comment peut-on le combattre alors que souvent nos médias en Afrique manquent de moyens? Oui, voilà, c'est dommage quand même. Je commence déjà par ce dernier point. Nos médias en Afrique manquent de moyens, c'est vraiment dommage. Il faut déjà commencer par industrialiser l'espace médiatique en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. La plupart des médias, des quotidiens et autres sont attachés à des colorations politiques. C'est des individus qui viennent comme ça, qui n'ont pas le sens du business, qui viennent investir. Mais si vous avez de vrais investisseurs qui pensent business, ils sauront plus ou moins qu'il faut vraiment travailler. Il faut embaucher des personnes professionnelles pour travailler. Mais ici, il suffit de prendre un petit journaliste ou bien peut-être un petit étudiant qu'on ne va pas payer. Voilà, on le met dans une rédaction et on lui demande de se faire payer sur le terrain. C'est bien dommage. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, il existe une convention de la presse qui demande une base salariale à ces journalistes-là. Donc, il faut déjà commencer à industrialiser nos médias et vous allez voir que ça va professionnaliser le secteur. Ça va professionnaliser le secteur. Et si nous arrivons également sur le fact-checking, c'est la base du métier du journaliste. Et quand vous arrivez dans une école de journalisme, et même dans une rédaction, si vous ne faites pas d'école, quand vous arrivez dans une rédaction, il y a deux choses qu'on vous apprend. La première des choses, avoir les faits, être très fidèle aux faits. Et la deuxième des choses, c'est quoi? La vérification. Il faut vérifier les informations. Le recouper. Le recouper. Et après les traiter et les diffuser. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'on diffuse. Nous avons aussi un devoir de cohésion sociale. Ce n'est pas parce qu'on a entendu qu'il faut diffuser et qu'il va créer peut-être une rupture sociale. Le journalisme de solution. Voilà. Aujourd'hui, nous arrivons vers le JOSO. Le journaliste de solution. Et les choses évoluent. Effectivement, il y a de plus en plus de formations sur le JOSO. Et moi, je suis parfaitement d'accord. C'est bien de critiquer, mais il faut mettre la solution à côté. Sinon, ça ne sert à rien de dénoncer. On dénonce et les choses n'avancent pas.
Et les gouvernants doivent vraiment plus accompagner les journalistes dans ce sens. Sur le JOSO, le journaliste de solution, ils verront que ouais, ça sera une porte ouverte pour régler un certain nombre de problèmes. Ils doivent aussi investir sur tout ça, j'insiste, investir sur le fact-checking. Il faut créer, par exemple, des centres de recherche. Il ne faut pas dissocier information à la sécurité. C'est des choses qui doivent aller ensemble. Et ça, c'est mon avis et je le soutiens. C'est important, on est un peu rattrapé par le temps. Peut-être dernière question, hein. Vous avez eu une expérience riche en Afrique. Vous avez couvert de nombreux pays, en Côte d'Ivoire, dans votre pays, au Mali, au Burkina, en Centrafrique. Que regard portez-vous peut-être brièvement sur votre pays qui sort quand même d'une crise d'une décennie? Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, 11 ans que la Côte d'Ivoire est stable. Comment se porte le pays, brièvement? Alors, la Côte d'Ivoire se porte bien, pour le dire. Aujourd'hui, 10 ans en arrière, si vous avez déjà visité Abidjan, quand vous repartez, je ne dirais même pas seulement Abidjan, toute la Côte d'Ivoire est pleinement en chantier. La Côte d'Ivoire est vraiment en chantier et les choses évoluent. Nous approchons tout doucement vers les élections présidentielles de 2025. Certaines personnes s'inquiètent, elles ont raison d'être inquiètes. Mais je pense qu'ici, il faut plus travailler sur les hommes de médias en Côte d'Ivoire parce qu'on sait exactement combien de fois c'est important quand une information n'est pas contrôlée, n'est pas maîtrisée, quand une information peut créer une guerre. Voilà, donc il faut vraiment travailler sur ce volet-là. Si l'écriture, que ce soit des blogueurs, parce qu'on assiste maintenant à une catégorie de personnes voilà, qu'on appelle des influents, qu'on appelle des blogueurs qui ont vraiment leur place. Mais il faut essayer de dissocier. Voilà, de dissocier les choses et surtout de ne pas laisser tout le monde parler des points aussi sensibles comme ça sur une place. Je pense qu'il faut régir vraiment le secteur des médias en griffe qui prend en compte l'Internet, qui prend en compte le cinéma, qui prend en compte la presse. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire va bien. Et vous voyez, elle est en chantier. Voilà, les choses évoluent parfaitement au niveau d'Abidjan. Dieu merci, ça va. Dans la pratique de la profession aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on dit souvent, brièvement, qu'elle est entrée un peu tardivement dans la libéralisation, notamment dans le domaine télévisuel. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. Est-ce qu'il ne se pose pas quelques défis comme la formation de journalistes? Alors, le défi est présent. Hein. Si, il faut former des journalistes. Il faut former les journalistes et aujourd'hui, l'Institut des sciences et technologies, dirigé par M. Alfred Damoussa, un ancien journaliste, brillant et éminent journaliste d'ailleurs, laisse ses traces, est en train de laisser ses traces dans cet Institut des sciences et technologies de la communication en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand nous voyons un peu la qualité de ces jeunes qui sortent de cette école, c'est vraiment une qualité que nous n'avons pas eu au début, voilà, parce que nous n'avons pas été formés immédiatement. Donc, le défi s'impose, il faut former les jeunes, mais une chose est de former, mais une chose est de leur trouver de l'emploi. Et c'est ce problème qui se pose au fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Ces jeunes sont formés et après, ils sont obligés de se reconvertir. Quel gâchis. Voilà, quel gâchis. Pourtant, on forme quand même de brillants jeunes dans le métier de la communication, dans le métier du journalisme, de la presse. Il faut vraiment réfléchir, pour voir dans quelle mesure ces jeunes-là ne puissent pas vraiment sortir de cette ligne quand même qui... Bon, c'est une confiance, hein. Vouloir être journaliste, c'est faire confiance aux autres, c'est faire confiance aux aînés, on les a vus briller et on veut briller comme eux, on veut s'imposer comme eux. Et en sort, nous, on n'a pas de boulot, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc c'est un peu ça. Mais l'école, en tout cas, a fait, c'était l'ISTC, qui forme vraiment de très bons attachés de presse, d'ailleurs, et de très bons journalistes. L'espoir est permis quand même? Oui, l'espoir est permis. Voilà, l'espoir est vraiment permis. Et puis, je pense, pour faire rapidement, c'est vrai que le temps, il est un peu court, pour faire rapidement avec ce pourquoi je suis venue à Dakar, le J'aime littéraire, qui avait pour thème la cohésion, médias et cohésion. Un thème, je dis, qui est très important, très intéressant pour toute l'Afrique, parce que si nous avons parlé des deepfakes, si nous avons parlé des fake news, tout ça rentre dans le cadre de la cohésion sociale qui a été initiée par le continent premier avec monsieur Gorgui Wade.
Donc, je pense que ce sont des initiatives qui sont à encourager et à féliciter, surtout par nos gouvernants, parce que c'est quand même un projet qui a regroupé tout le monde, quel que soit votre bord politique, vos idéologies politiques ou quoi que ce soit. Tout le monde était là, une plateforme vraiment où chacun s'exprimait, de libre expression, mais avec un intérêt commun, c'est la paix et la cohésion. Donc, c'était vraiment... C'est important, voilà, c'est important. Merci beaucoup, Madame Camara. On rappelle que vous êtes journaliste ivoirienne, vous êtes spécialisée en questions de défense et sécurité, et notamment des fake news, comme c'est la tendance aujourd'hui, c'est la technologie. Vous avez présenté un brillant exposé lors de cette rencontre. Bravo à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin de cet entretien spécial. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur ITV.